On y va. Alors, quelques données avant de commencer qu'il faut que vous ayez, vous, en tête. Très important de savoir un petit peu ce qui se passe et comment ça se passe déjà depuis une vingtaine d'années. Donc, en 1994, on avait déjà des études qui nous montraient que je ne suis pas sur le portable, là, mais je suis en fait sur juste la télévision, puisqu'on n'avait pas accès au mobile comme aujourd'hui. On a des études qui montraient qu'un enfant du CP à la terminale avait passé plus de temps devant la télé qu'à l'école. Donc plus de temps en terminale en 1994. Donc ça remonte à 23 ans. Vous vous rendez compte un peu? Donc tout ce temps qu'on passe à l'école, plus de ce temps-là était passé devant la télévision. En 2010, on a 7h38 par jour en contact avec les médias. Donc les médias, c'est quelque chose de large. Et en 2017, on en est où? On a 23 ans plus tard, vous imaginez bien qu'on en est bien au-delà. C'est pour vous dire, c'est plus tout à fait les éléments qu'on va regarder. Donc, je vous ai mis, moi, quelque chose qui m'intéresse. Et là, je rebascule sur des études françaises. Tous les ans, il y a une étude qui s'appelle Junior Connect et qui nous informe un peu sur les usages des jeunes et des adolescents. Sur les supports mobiles, l'utilisation d'Internet ou du web. Donc, je vous ai retranscrit quelques résultats qui expliquent en fait quel est le temps passé avec la télévision, Internet et la console. Vous avez les 1,6. 1,6, hein. Je ne sais pas si vous avez des enfants, c'est petit quand même. Hein. Donc, vous voyez que le temps passé est très important. Alors, à votre avis, Internet, 3h10 pour un 1,6, ça correspond à quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 4 ans sur Internet? Comment? Voilà, on est sur YouTube, on est sur des dessins animés. La vidéo, très importante. Je me permets juste de faire un petit détail de cet élément-là parce que je vais vous faire travailler sur la vidéo, pas mal, si vous venez en atelier avec moi. 2h40 sur la console de jeu et 7h20 devant la télé. C'est encore quelque chose d'important. Non, là je suis sur... Pardon, je suis hebdo. Hebdo. Non, ça ferait... On est sur de l'hebdo, on est sur la semaine. Mais ça fait quand même beaucoup parce que tout ça, c'est cumulé. Hein. Regardez, 7h20, 3h10, 10h. Donc, évidemment, plus on monte, plus le temps passé est important. Et si vous faites un petit calcul, je ne sais pas si on a des profs de maths ici. Ils discutent, le prof de maths. Donc, c'est le prof de maths. Donc, le petit parallèle, en 1994, devant la télévision, ils y passaient un temps qui était plus important, mais quasiment équivalent à celui qui était passé à l'école. Si aujourd'hui, on fait le cumul de ces données-là, et qu'on arrive en terminale, ça explose. On n'est plus du tout à l'ordre de l'équivalence. Donc, vous voyez à quel point l'école est finalement, on est frotté à l'école de manière... pas à la marge, mais il y a d'autres éléments sur lesquels les élèves sont frottés à grande échelle. Excuse-moi, tu as oui. dit que les chiffres en bas, ça ouais. correspondait à une étude française. Ouais, Junior Connect. Et ceux au-dessus? C'est une des études américaines, mais j'ai trouvé j'arrivais pas à trouver, donc j'ai appelé des labos en fait, et on a des corrélations en fait très fortes. C'est pas du tout disconnecté. Donc en fait, et je vous ai mis autre chose d'important. Donc le temps aujourd'hui, avec tout ça, il est bien supérieur à ce qui se passe à l'école, au temps passé à l'école. Et puis je vous ai mis 2 couleurs. Et là, on en vient à quelque chose, moi, qui m'intéresse. Je vous ai mis des données, je vous ai mis la télé en noir et je vous ai mis Internet et la console en violet. Les couleurs sont différentes parce que cette étude et d'autres, nombreuses, montrent depuis longtemps déjà que les enfants qui passent 30 minutes, à partir de 30 minutes de télévision par jour, là je regarde le prof de maths parce que ça c'est pour toi, il y a en fait une dégradation importante des compétences mathématiques à partir de 30 minutes de télévision par jour. C'est catastrophique. Je vous engage à lire un livre qui est très bien fait en français, qui fait état de toutes ces études, c'est TV Lobotomie. Bien sûr. Est-ce que c'est le fait que ce soit quotidien, ou bien si c'est par exemple 0 du lundi au vendredi, 3 heures le samedi, les effets sont les mêmes?
Ou bien c'est vraiment le fait de quotidiennement être confronté aux écrans? C'est le fait, en fait, c'est l'attitude devant les écrans, en fait, c'est bien détaillé, expliqué. Quand on est devant un écran de télévision, on n'a aucune action. Et on n'a aucune action de réflexion, aucune interaction. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce n'est pas que la routine, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, à partir de 30 minutes, je souligne parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et pourquoi est-ce que les deux autres données sont en violet? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a, et donc en mathématiques c'est le plus important, mais il y a une dégradation d'autres compétences importantes dans le domaine avec la télévision. En violet, les études montrent qu'il n'y a aucune corrélation, c'est-à-dire que moi j'ai entendu parler très négativement des jeux, des consoles, d'Internet, il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire on n'a pas de dégradation des compétences mathématiques ou autres. Tout dépend du coup, si tu dis que parce qu'on est statique, genre tu peux regarder sur une console ou sur une tablette ou sur un film, ce que du coup on fait dans la compte, c'est plutôt statique aussi, donc ça revient un petit peu au même. Ce qui est différent, en fait, ce qui est mis en avant, c'est que, en fait, quand on regarde la télévision, enfin moi j'en ai plus depuis 20 ans maintenant, donc ça m'a traumatisé tout ce que j'ai lu. Quand on est devant la télévision, à un moment donné, ce qui se passe, c'est quand tu vas le chercher sur ta tablette, tu as la notion d'aller le chercher. Tu n'es pas en train d'appuyer sur une télécommande et il y a des interactions qui n'existent pas quand tu es sur l'ordinateur. Quand on est sur un ordinateur, une tablette, il est montré aussi, mais on ne va pas passer, ce n'est pas le but, il est montré qu'en fait on reste beaucoup moins longtemps parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui amènent à l'interaction qui n'existent pas en fait avec la télévision. Voilà. Moi je vous montre juste un peu ce qu'il en est. Et là je travaille avec un labo de neurosciences, Pascal Toscani. Je vous montrerai, on en parlera dans les ateliers, qui elle travaille avec tout un tas de champs très larges sur les retranscriptions des données de neurosciences en éducation, qu'est-ce qui se passe. Et là, ils sont en train de découvrir que sur certaines notions d'attention et au travail, les jeux vidéo, dans certaines pratiques, sont extrêmement, finalement, ouais. C'est vraiment l'apport de 30 minutes qui crée cette différence. Au-delà, ouais. Non, mais on peut regarder un film, il ne se passera rien, je veux dire, c'est pas... Est-ce que c'est le fait aussi que ces 30 minutes-là remplacent d'autres activités, d'autres types de jeux? C'est surtout, ça met le cerveau en état, il faut les lire, des TV Lobotomie, vous allez adorer ce livre, et vous allez débrancher tout ce qu'il y a chez vous après. Et c'est pas une étude. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se dit, mais mince, dans le milieu de l'éducation, pourquoi est-ce que ça n'est pas plus lu? Après, vous aurez des explications qui vont derrière tout ça, mais c'est pas tant les activités, c'est quand tu regardes Benoît, c'est ça? Quand tu regardes Benoît, en fait, regarde, on est par semaine, on est à 3 heures, on est à 7h20, donc on est facilement à 1 heure par jour. Avant le petit déjeuner, parce que moi je suis en train de m'habiller, enfin j'en passe et des meilleurs. Il n'y a pas de choix sur le programme, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas tout ça. Donc, et le dernier élément, vous avez entendu parler pendant longtemps de digital native, c'est-à-dire que ces enfants qui sont nés avec sont bien meilleurs que tout le monde. On revient là-dessus. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça ne marche pas, le digital native, ils ne sont pas meilleurs que tout le monde. Et PISA, maintenant, depuis 2012, le montre, en fait, nos élèves français ou finlandais ou coréens qui sont les meilleurs, qui sont en haut des analyses de PISA, en fait, ils ont les mêmes difficultés. J'en reparlerai quand on parlera de la lecture et de l'écriture. Ils ont les mêmes difficultés par rapport au support numérique. Alors oui, ils savent allumer, ils vont savoir brancher peut-être un peu mieux, mais sur le lire numérique, sur toute la littératie, les compétences de littératie numérique, ils sont tous désœuvrés, quel que soit le pays. Donc il n'y a pas de digital natif qui compte. Et il y a un joli terme qu'utilisait Québécois, il parle de digiborigène. C'est-à-dire qu'on est tous, tous, quelle que soit son arrivée, on a grandi avec, on n'a pas grandi avec, c'est arrivé quand on avait 30 ans, 40, 50, bref. On est tous des digiborigènes. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des salles de classe aujourd'hui en 2017 ? Moi, mon but là avec cette première diapo, c'était de vous montrer à quel point en fait c'était présent en temps et en utilisation, et où est-ce qu'on est un petit peu maintenant au niveau du monde scolaire. Donc, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a beaucoup de règlements d'établissement intérieur qui disent
interdiction, ça reste à l'entrée, c'est verrouillé. Voilà. On n'y a pas accès, voire qui ne sont pas équipés, voire pour qui ce sont des éléments qui restent complètement à la porte. Mais je pense que de manière générale, tous les établissements scolaires disent stop au téléphone portable. Le problème, c'est que légalement, on ne peut rien faire. On ne peut pas se confisquer, on n'a pas le droit de confisquer, on ne peut pas fouiller, on ne peut pas... Non, on ne peut rien faire. Si on ne peut pas faire, on ne peut pas appliquer ce règlement. C'est ça le problème, c'est le règlement, c'est appliqué. Il y a peut-être des choses à faire bouger, mais bon, ça on verra, on en parlera après. Et voir, quand on interdit, c'est souvent qu'on a peur. Et quand on a peur, c'est à juste titre, on va en parler après. Je vais vous demander, je vais faire un petit stop par rapport aux premières données, de revenir sur la page Answer Garden, le jardin des réponses. Si vous avez des mots importants, je vous laisse noter 1 ou 2 mots importants par rapport à ce qu'on vient de voir là. On continue? C'est pas inintéressant quand on fait un exposé un peu long dans certaines matières de s'arrêter et qu'ils puissent voir les réponses des autres pour savoir ce qui a été compris. Alors, des bénéfices. Je m'arrête un peu avant qu'on enchaîne et qu'on regarde un petit peu ce que ça change. Pendant longtemps, il y en a, vous avez dû entendre ces études qui disent mais il ne se passe rien, hein, voir les résultats ils sont moins bons. Ou alors c'est pareil, on avait des classes tests qui étaient équipées, sur lesquelles on a changé un peu les pratiques, et des classes en fait qui n'étaient pas équipées. Et au final, ma foi, il n'y a pas vraiment de différence. Alors ça a été vrai pendant les 10-15 premières années de mise en fonctionnement. On avait dans les études ce qu'on voyait non-significant difference entre des établissements qui étaient équipés et qui utilisaient et ceux qui n'étaient pas équipés et qui n'utilisaient pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu, c'est que en fait, c'était pas tout à fait vrai. On a pensé qu'en équipant et qu'en donnant le matériel, ça allait changer la vie de tout le monde. Mais en fait, la vie de tout le monde, elle commence à changer quand on comprend quelle est la plus-value. Et quand on commence à former à la plus-value. C'est-à-dire que tout n'est pas bon à faire avec les supports numériques. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et moi, je continue à intervenir en classe, au collège et au lycée. Si je peux le faire avec ça, d'ailleurs, regardez, hein, mes fiches de préparation sont faites à la main, tout ça. Si je peux continuer à faire avec ça, je fais avec ça. S'il n'y a pas de plus-value notable par rapport au travail que je fais dans les classes, je n'utilise pas le numérique. Par contre, on sait que pour certaines choses, c'est ce que je vais m'attacher à voir avec vous, pour certaines choses, il y a des éléments qu'on ne peut pas faire avec ça et qui représentent une plus-value. Moi, je ne vous parlerai que de ça pendant 2 jours, pas d'autre chose. Si je ne peux pas le faire avec ça et qu'une recherche me montre qu'il y a quelque chose peut-être à tirer, à ce moment-là, oui. Et du moment qu'on a commencé à former les gens à l'utilisation de l'outil en fonction de ces plus-values-là, à ce moment-là, oui, les études n'étaient plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que je vais vous donner les résultats d'études, on passe de la classe A qui est mise en œuvre à la classe B, on est dans des mesures incroyables de différence d'acquisition de certaines compétences et de connaissances imprimées sur le long terme. Ça change tout, mais du moment qu'on utilise sur des éléments de plus-value. L'autre élément en fait, que je vous donne, qu'il faut que vous sachiez, parce que ça, c'est pas inintéressant, on s'est aperçu aussi, les labos se sont aperçus qu'en fait, les élèves, en fait, ils avaient des comportements un peu conservateurs. C'est-à-dire que les élèves, plus ils arrivent proches de la terminale, plus ils ont des attentes vis-à-vis de vous enseignants ou des enseignants que vous formez qui sont des attentes traditionnelles. Et moins ils vont être flexibles en fait, à certaines ouvertures. L'autre élément, ils ne vont pas bien accepter du tout qu'un enseignant maîtrise moins ce qu'eux maîtrisent déjà. Ça vous parle ? Et donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser de manière pertinente, parce que quand on s'est échoué 1 fois ou 2, les classes, elles sont intransigeantes. Après, c'est difficile de remonter la pente. Alors, si on oubliait tout et qu'il y avait une seule diapo à vous présenter de ces 2 journées, c'est celle-là. Une fois que ça, c'est compris, je pense qu'après, on peut se lancer plus sereinement dans les pratiques en classe. Le numérique, en fait, il change nos interactions de manière générale avec le monde enseignant
élèves et entre les élèves. Et quand on est en train de chercher dans sa pratique si les mises en œuvre vont changer ces interactions-là, à ce moment-là, on est sur une mise en œuvre qui sera plutôt effective. Je vais vous donner 3 exemples et vous expliquer en quoi ces interactions elles changent. Elles n'existaient pas de cette manière-là auparavant. Premier élément, ce sont les interactions entre élèves. Donc là, vous êtes avec une application de lecture en fait qui permet aux élèves de lire collectivement un livre. Alors qu'est-ce que ça veut dire lire collectivement un livre? Moi j'ai toujours lu mon livre tout seul, je suis arrivée en classe, on en a discuté, on en a débattu, on a analysé. Mais lire collectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une version numérique, pour le coup plus papier, et la version numérique, moi en tant qu'enseignante, je vais décider de faire des groupes en fonction des besoins. Donc, par exemple, un groupe ici plutôt fort, je vais donner une version. Une autre version, c'est toujours le même livre. Mais moi, ce que ça va me permettre de faire en tant qu'enseignant, c'est d'annoter cette version de manière différente. Donc, dans les annotations, quand on lit un livre de cette manière-là, je n'ai pas d'annotation. J'ai une petite feuille avec des définitions, au mieux, mais j'ai rien. Là, ça me permet, moi, sur le livre que je donne, d'annoter, de renvoyer, de mettre un lien vers une définition ou quelquefois une vidéo parce que je vois bien que ce lieu-là, ils ne vont pas le connaître. Ça ne va rien représenter. Quand on va parler de certains lieux plutôt enneigés et qu'on est ici, peut-être il serait bon d'aller regarder une petite vidéo pour se faire une représentation mentale un peu plus effective. Glisser une définition ici ou là où on voit que ça va commencer à coller. Donc ça donne déjà une lecture un peu plus aidante, différenciée, on va dire. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, que j'aime pas beaucoup, je vous en parle, mais il existe, ça va être, vous avez envie de vérifier en fait les acquis de vos élèves et que tout le monde a bien lu en fait. Donc de temps en temps, vous allez poser une question. Et alors, le chapeau, il était de quelle couleur, page 43? Mais on est où à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on en est là? Donc vous pouvez poser des questions et des élèves, mais vous connaissez, vont répondre et en fonction de la réponse, vous voyez où ils en sont de l'avancée dans la lecture. Vous avez des tableaux dans le back-office. Où vous voyez clairement qui a lu quoi, et en plus vous avez même si les réponses sont bonnes ou mauvaises. Bon. Ça, j'y crois pas beaucoup. Le questionnaire pour valider la lecture, mais bon, c'est une donnée. Là où j'ai vu les pratiques décoller, j'ai vu la plus-value de ce type d'outils. C'est vrai que c'est intéressant de mettre des définitions, de mettre des vidéos, d'enrichir. C'est de laisser la main aux élèves pour pouvoir poser des éléments à l'intérieur du texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire poser des éléments? Par exemple, moi, je leur ai dit, écoutez, vous allez lire le texte, et je suis persuadée que vous allez avoir des questions qui vont se poser. Vos questions à vous. Et quand on les laisse poser leurs questions à eux, ils vont un peu plus loin que la couleur du chapeau. Ils vont poser des éléments qui sont drôlement intéressants, de référence ou de lien avec l'extérieur ou le monde tel qu'il est. Et donc, je les ai laissés poser les questions en me disant naïvement que j'allais y répondre. Et en fait, un peu débordée par la vie, par tout ça, je me suis aperçue que les élèves, ce qu'ils faisaient, c'est qu'entre eux, ils allaient répondre aux questions. Donc là, vous avez un fil, le premier a posé une question et derrière, les autres vont commencer à répondre. Donc il y a un vrai dialogue et une vraie discussion qui commence un petit peu à se former autour de l'ouvrage. Et ce que j'ai remarqué, ça fait 20 ans que j'enseigne et je n'ai jamais vu, moi, d'enfants en lecture ou d'adolescents être capable de revenir sur ce qu'on lisait. On le lit, c'est bon, je l'ai lu, demain on va en parler. Avec ce système-là, allez voir quelles sont les questions qu'ont posées les autres, pouvoir y répondre, ils reviennent et ils vont relire certains chapitres, chose que moi je n'ai jamais été capable de toucher du doigt en tant qu'enseignante. Donc après, pour d'autres éléments, pour aller plus loin et donner des directives un peu différentes, vous connaissez les cercles de lecture? Là, je m'adresse aux professeurs de français et autres. Les cercles de lecture, c'est des modalités de travail dans lesquelles, en fait, on a différents métiers. On va lire quelque chose, on va se rassembler, mais je ne pourrai pas parler de la même chose que ce que Jean parlera ou Maran. Et on a 2 niveaux, ça s'appelle maître des passages et on a le maître des liens. Le maître des liens est chargé pendant la discussion de dire, voilà, moi par rapport à ce que j'ai lu, je fais le lien avec quelque chose que j'ai vécu de manière propre, mais avec le livre qu'on a lu avant, avec l'émission que j'ai vue, que j'ai entendue en cours de SVT à ce moment-là sur la radio, parce que je vous en parlerai après, SVT et de radio. Et donc,
les enfants, parallèlement à un travail très papier, je me suis aperçue aussi qu'ils commençaient, ils reportaient, ils se faisaient tous mettre des liens, ils étaient en train de reporter par rapport à l'actualité, par rapport au vécu, par rapport à ce qu'ils savaient. Donc on arrivait à un ouvrage qui n'était plus cet ouvrage-là, mais qui était un ouvrage enrichi par eux, de leurs liens, de leur dialogue, sur lequel ils revenaient. Et alors à la fin, ben, on n'a pas le même compréhension de ce qui s'est passé là-dedans, quoi. Donc, le fait de permettre et d'ouvrir les interactions entre eux, effectivement, moi je peux les noter, je peux leur apporter des aides, mais la plus-value, elle n'est pas là. Elle est sur le fait qu'ils puissent librement poser des questions, faire des liens et enrichir ensemble la lecture de l'ouvrage. Donc ça n'était pas possible avant. Donc je vous montrerai, pour ceux qui sont dans les usages avec moi, comment est-ce que vous pouvez travailler en fait de manière libre avec des outils gratuits là-dessus. Je vous montrerai ça. Concrètement, tu utilisais comment, c'est-à-dire que tu lançais pendant la classe l'activité, pendant un temps donné pour laisser la lecture, laisser l'enregistrement, et après la classe, ça continuait. Ah mais c'est ça, moi, qui m'a dépassée, c'est-à-dire que merci de mettre ces mots-là parce que c'est le lien avec ma première diapo. Moi, ce que j'essaie, c'est de guider les élèves à d'autres usages à l'extérieur. Si on ne les guide pas sur d'autres usages à l'extérieur, à l'intérieur, ils peuvent avoir des usages complètement déviants, en fait. Au pire. Et là, en fait, oui, j'ai des enfants qui se sont pris complètement au jeu, d'aller revenir, de répondre aux questions des autres, de se mettre dans un rôle de j'apporte et je sais, et je connais des choses et je peux aider les autres à avancer, enfin ça. Ouais. Donc on commence en classe et ils avaient tout à fait la possibilité à la maison, sur des comptes, de revenir et d'ouvrir. Moi je vous montrerai quelque chose d'un peu plus libre que ça, que j'utilise dans mes classes, mais donc voilà, il y a de plus en plus d'éléments libres qui se développent et qui permettent ce type de lecture. Alors, ça dépend de ce que tu as. Tu peux les extraire quelquefois avec ce que tu utilises. Mais globalement, en fait, ils archivaient les livres et ils les gardaient d'année en année. Donc, ils pouvaient revenir dessus. Enfin, les extraire. Je veux être sûre de répondre à ta question. Là, tu parles d'un service qui est en ligne. Oui. Oui. Est-ce que toi, en tant qu'enseignant, tu peux récupérer les éléments de ce service-là pour, oui, tu peux. Avec celui-là, oui, on pouvait récupérer. Tu peux pas toujours. Tout dépend du service, quoi. Mais j'ai envie de te dire, la plus-value, elle se fait au moment de la lecture. Et en fait, le fait d'avoir un livre numérique, ce dont je me suis aperçue aussi avec les élèves, je ne lis pas numérique. Je suis très papier, je continue à commander mes livres et aller dans les librairies. Donc ça aussi, que ce soit dit. Je me suis fait violence un peu et j'ai commencé à lire, mais je me suis aperçue que pour les élèves, je continue à lire du papier, mais pour les élèves, en fait, ils revenaient très facilement vers quelque chose qu'ils avaient lu numérique. Deux clics, hop, 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 on revient au livre qu'on a lu 2 mois avant. On va retrouver, ils se souvenaient qu'il y avait un lien, qu'il y avait une donnée et qu'on parlait de la même chose. Et ça, c'est beaucoup plus facile à le faire numérique que de reprendre là-dedans et de retrouver l'élément. Parce qu'en plus, on a un archivage qui peut se faire et on peut glisser de note en note. Donc, ils peuvent taper le mot-clé et ils retrouvent ce qu'ils ont besoin de retrouver. Donc ça, c'est quelque chose qui change et sur lequel on n'a pas d'équivalent papier. L'autre élément qui change aussi beaucoup, c'est les interactions que vous pouvez avoir, vous, avec vos élèves. Et là, je vais m'adresser aux enseignants de français, mais pas que, en fait, puisque je l'ai fait un peu dans toutes les matières. C'est toutes les plateformes, en fait, d'écriture collaborative synchrone. Donc, écriture collaborative synchrone, normalement, moi, je vous ai mis les pads type Framapad, parce que je vous parlerai de Google et de ce que j'en pense après, mais bon, c'est un outil qui est là, et on en parlera librement plus loin, mais écriture collaborative synchrone, j'en parlerai tout à l'heure dans l'atelier sur les usages, c'est j'écris en un même temps avec plusieurs, c'est-à-dire que je ne vais plus écrire tout seul, je suis en production d'écrit, j'écris plus tout seul sur ma copie, je vais écrire avec d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, écrire avec d'autres, quoi. Donc, peut-être vous utilisez Google et Google Drive ou les Google Docs, ou je ne sais pas si vous utilisez, que je me rende compte que c'est utilisé ou pas du tout. Ou... Ouais. Bon, c'est le même système. J'ai une petite préférence parce que là, ce que je vois, vous voyez, il y a plusieurs lignes de couleurs, par exemple. Voilà, je sais qui a écrit quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile. Quand on fait de la production d'écrit, quelque champ disciplinaire que ce soit, en histoire, en sciences, partout, les élèves font leurs devoirs, font leurs recherches, font leur production d'écrit, et une fois que c'est terminé, ils me rendent les éléments,
moi, je vais les corriger. Je suis extrêmement bienveillante, donc je ne vais pas noter en rouge. Je vais mettre des post-it au crayon à papier, ici, là, pour m'assurer que ce ne soit pas blessant, pour qu'ils puissent revenir. Et je vais revenir, allez, je vais corriger très très vite, 48-72 heures. Je reviens, mais entre 48 et 72 heures, Maran revient, je lui rends sa copie. Il s'est fait gronder, le cartable a été perdu, t'as manqué de te noyer à la piscine parce que t'as pas écouté les consignes, blabla. Il s'est passé tout un tas de choses. Vous savez très bien, les études nous montrent que plus on diffère le temps de correction avec le moment où c'est fait, plus ça sert pas à grand chose en fait. Et ils ne sont plus en état de comprendre. Ils vont pour les meilleurs, mais le temps qu'on comprenne où on en était, ce qu'on avait fait, ce qu'on voulait dire, c'est très compliqué. Alors que là, et là j'insiste, vous avez en fait sur le côté ici une zone de chat qui peut être utilisée. Moi je la passe à la fois pour passer des consignes, c'est-à-dire que pendant que mes élèves écrivent, j'ai plusieurs onglets d'ouvert et j'interviens au moment où ils écrivent. Je reviens et je propose un mot, je propose un changement, je leur dis « Oula, là on est sur des éléments de description ». Et là, je ne vois plus trop ce dont tu me parles. Là. Tu devrais faire une vue de haut. Et à ce moment-là, parce qu'il est en train de le faire, l'élève comprend tout de suite et réajuste. Donc, on a des productions d'écrit qui sont totalement autres. Déjà, apprendre à écrire avec les autres, on n'est pas tout seul devant sa feuille et ça va beaucoup plus vite. Pour ceux qui viendront avec moi sur les usages, on va tester tout ça pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et puis, pour le passage de consignes, c'est tout à fait autre. Donc, il y a un chercheur qui s'appelle Jean-François Rouet, je vous en parlerai un peu plus loin, qui l'a testé en classe de collège et qui est allé voir ce qui se passait. Il a demandé aux profs de français de dire « Ok, vous avez 4 classes avec les 2, vous fonctionnez comme vous avez toujours fait. Avec les 2 autres, vous allez compléter ce que vous faites avec du travail collaboratif synchrone. » Bon, je ne serai pas aujourd'hui là en train de vous en parler. Il y a lui, puis après il y en a d'autres, hein, recherche. Il s'est aperçu que en fait, les élèves mettaient, en gros, sur une conduite discursive, on mettait 6 semaines pour acquérir. La classe normale test mettait 6 semaines pour acquérir les compétences relatives à l'acquisition d'une conduite discursive, la narration, la description, l'argumentation. Et pour ceux qui étaient là-dessus, ils mettaient 4 semaines. Ça, c'est déjà pas mal, c'est plus que significatif en recherche. L'autre élément, c'est qu'en fait, on avait des écrits qui étaient plus riches et on avait des écrits qui étaient beaucoup plus longs. Mieux articulés. Quand je parle de riche, c'est sur l'articulation qui était beaucoup plus importante. Pourquoi, à votre avis? Je vous ai donné une partie des réponses, mais pourquoi ça va mieux? On apprend plus vite, on apprend mieux et on écrit mieux, avec moins de temps finalement. Alors les interactions, c'est clair, on n'apprend pas, ça on le sait maintenant en neurosciences, on n'apprend pas tout seul, on apprend avec les autres. Et quand on est en train d'écrire à 2 ou à 3, on va passer son temps à dire « mais tu veux me dire quoi là ?» Donc c'est le pas de recul et la métacognition constante. Donc on va beaucoup plus vite dans l'acquisition de la conduite. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ça, hein, je continue à le faire, de manière complémentaire. Hein. Et l'autre élément, c'est que le prof, pour la première fois dans sa vie de prof, peut intervenir au moment où l'élève écrit. Ça n'a jamais eu lieu, ça. Donc je ne vous cacherai pas, si vous décidez de vous lancer dedans, je ne vous cache pas que quand j'ai fini 1 heure de production d'écrit, je suis prête à aller me doucher, je suis rincée. C'est fini. Je les fais travailler en groupe et souvent je tourne pour ne pas avoir toute la classe en même temps, quoi. Mais les bénéfices sont tout autres. Ça n'a absolument rien à voir. Donc je détaillerai l'utilisation de ces outils-là sur les usages. Vous avez des questions par rapport à... Vous voyez un peu ce qui peut se passer de différent ? À quel point ça fait bouger les choses. Et le dernier élément en fait qui change, c'est que les interactions avec les élèves elles changent, avec les enseignants elles changent, et maintenant c'est avec le monde que ça change. C'est-à-dire que votre classe elle n'est plus fermée. Donc je suis désolée de vous faire vivre quelque chose de fermé, mais avec le décalage horaire, j'y suis pas arrivée. En principe, partout où je passe maintenant, j'allume la visio et je demande à un enseignant qui a développé des éléments, toujours 5 minutes. Ils interviennent, ils sont dans leur classe tout le temps. Vous en parlerez dans qu'est-ce que forme avec le numérique demain quand on aura terminé. On fait entrer tout le monde maintenant, et de manière très simple. Donc je vais vous donner juste 3 exemples. Le premier, c'est pour les profs de sciences. Donc j'ai essayé de jongler avec tous les représentants ici. C'est Digital Explorer. Digital Explorer, c'est une plateforme en fait qui recense toutes les expéditions scientifiques qui acceptent de travailler avec les classes. Donc il n'y a plus besoin de connaître le cousin du mari et de la sœur qui part. Non, mais c'est un peu comme ça, finalement on se raccroche au projet parce que finalement on a des entrées un peu particulières. Digital Explorer en fait
est une plateforme qui, en ce moment, il y en a une qui est en Antarctique et qui est très ouverte. Et ils décident de dialoguer librement avec les classes. Ils peuvent faire, donc j'ai dit le mot, hein. On m'a dit qu'il fallait peut-être pas en parler, le Skype. Ils font un Skype, ils font un audio, ils s'écrivent des emails. La plateforme est en anglais. Et donc souvent, ce que je vois, c'est que ça mène lieu à des collaborations entre professeurs d'anglais et professeurs de sciences. Il y a des choses très intéressantes qui se... Et là, on commence à dévier sur la discipline non linguistique, enfin, qui est une grande partie de mon métier, je pourrais vous en parler longtemps. Donc, quand on fait des sciences, à un moment donné, faire entrer la... Vous me dites, mais pourquoi on fait rentrer la compétence autre? Quand on est face à des gens dont la passion est d'aller voir ce qui se passe au fin fond de l'Amazonie et de mesurer les fourmis, ils font passer des choses à nos élèves que moi, je ne peux pas faire passer. Je suis enseignante, j'essaie de bien faire mon métier, mais je ne suis pas animée par cette passion et c'est tout autre auprès des élèves quand ils arrivent à recevoir ça. Même quelques minutes. Vous avez tous eu des classes et vous avez bien un auteur qui vient, un designer qui va interagir en classe de sciences, en classe d'art. Enfin, il se passe quelque chose d'incroyable et les élèves en parlent même des années après. Autre élément, en fait, vous avez ici le New E-Mentoring. Je vous en parle pour là plutôt le lycée. IBM, en fait, c'est un exemple, mais il y en a d'autres entreprises sans aucun prosélytisme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est IBM, propose à ses ingénieurs de recherche d'intervenir sur des classes de robotique plutôt avancées en lycée. Donc ils interviennent en distanciel et ils amènent les classes à avancer sur des projets très particuliers sur lesquels peut-être quelquefois on n'a pas la totalité des compétences en tant qu'enseignant. Puis c'est intéressant d'intervenir avec d'autres. Et le dernier, moi qui me tient beaucoup à cœur, parce que maintenant j'ai développé tout ça en Amérique du Nord, c'est des projets de classe culturelle numérique ou d'artistes en résidence en ligne. C'est-à-dire que j'ai travaillé longtemps à faire venir des artistes au sein de mon établissement. La logistique, c'est l'horreur. Enfin, c'est l'horreur. Faire venir, on sait qu'il ne faut pas venir une demi-journée, il faut venir une semaine, il faut venir, au mieux j'ai réussi à les faire venir un mois et là il y a des choses qui commencent à bouger, mais la logistique est terrible, les coûts sont effrayants. Et malgré tout, quand on fait venir, ça reste ponctuel et on ne travaille pas sur le temps long. Ça, je vous le dis une fois, je vais revenir derrière. Pour moi, le numérique, je sais ce que c'est, vous n'entendez pas ça. Hein. Ce n'est pas le raccourcissement du temps, pour moi, c'est l'allongement du temps. Sur des choses où je ne pouvais pas allonger comme ça. Et je ne vous montrerai que ces exemples-là que moi, je me suis attachée à développer. Donc, les artistes en résidence sur ces plateformes-là, ils interviennent pendant une année. Et là, vous avez, vous voyez, le mois de décembre, de janvier, et ils vont poser des consignes de travail. Là, c'est un designer. On n'a pas toujours la chance d'avoir un designer au sein de l'école. Pour complémenter une salle d'art, c'est plutôt pas mal. Surtout peut-être quand on est éloigné, comme ici. C'est vrai. Il y a des consignes qui sont posées, qui peuvent être des consignes vidéo, qui peuvent être... Et on a ici les classes qui vont intervenir et qui vont répondre à la consigne. Donc, une même classe a une couleur. Donc, ils ont répondu en produisant deux objets, enfin, deux éléments de réponse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, non seulement je vais pouvoir travailler sur l'année, interagir avec l'artiste, je vais produire une chose. Vous voyez ces petits points jaunes là? C'est le nombre de fois que l'artiste est intervenu pour dire « Regardez ça, je vous renvoie une photo, peut-être ça va vous aiguiller dans le travail. » Ça, c'est pas permis quand on intervient sur une demi-journée. Il faut aller vite, on n'a pas beaucoup de temps. Là, on a même le temps de revenir sur son propre travail. Et puis, l'élément qui n'existait pas, c'est l'élément de voir ce que font les autres. Ça change tout. Je reviens toujours à l'aspect collaboratif. Par rapport à vivre la venue, il ne faut pas s'en priver, il faut continuer à le faire. Mais là, je peux voir ce que font les autres. Et c'est un outil pour moi autant de faire entrer la culture dans certaines zones où elle n'y est pas, que de formation des enseignants, en fait, qui vont suivre ces classes culturelles numériques sur l'année. Donc là, et puis j'ai vu des classes entrer en correspondance autour de ce projet-là pour essayer de mieux comprendre ce que faisaient l'une et l'autre. Chose qu'on voit rarement, quoi. Donc ça, c'est pas possible avec le papier et le crayon, et c'est pas possible quand les artistes viennent tout seuls. Donc on a un temps long, on a des interactions avec l'artiste plus prolongées, et on a la possibilité d'interagir avec d'autres classes. Moi, je travaille sur un réseau qui va de New York à Los Angeles et de Toronto jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en fait, l'Amérique du Nord, sa totalité. Et ça a changé ma vie de réseau, ça. Les gens, ils se voient, ils se connaissent, ils travaillent sur les mêmes objets, ils se parlent, les classes commencent à correspondre grâce à ça. Comment vous faites en Amérique du Nord pour gérer justement la logistique de ça? Et nous, par exemple, en France, c'est un peu compliqué de rémunérer ou payer les gens pour faire des actions numériques qui sont hors des clous, qui ne sont pas dans les contrats.
Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas si... Alors, ce que je fais, moi, c'est que on rémunère très symboliquement, c'est pas énorme, mais en principe, ce ne sont pas des enseignants qui font ça. Hein. Oui. Ce sont d'autres. Mais je crois que je n'ai pas compris ta question. Comment je fais pour rémunérer? Bah, pour mettre en place des projets comme ça collaboratifs, Oui. nous on essaye des fois de monter des choses comme ça, mais à chaque fois on se heurte en fait à l'administratif. Je me demandais si vous aviez des façons de faire en Amérique du Nord plus faciles pour Alors, effectivement les personnes. Alors, ce qu'on rémunère, pour que ce soit clair, ce n'est pas les classes qui participent et qui travaillent et qui adorent ça. Ça fait les intervenants, ouais. Donc, on les rémunère assez symboliquement. En principe, pour l'instant, on en est à la 2e année de montée de projet. On travaille sur la musique et le développement durable. Oui, oui, ça peut être lié. On fait même de belles choses. En fait, concrètement, oui, c'est ça. Les intervenants, on peut faire appel à eux en Amérique du Nord, dans la Drôme, et à un moment donné, ils ont différentes missions, ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Et puis à partir du moment où ils interviennent quelque part, ils ont droit à rémunération. Oui, oui. Là, ce qu'on disait, par exemple, dans certains contextes administratifs, c'est pas des missions qui rentrent dans les cases administratives et qui nous permettent de valoriser ces missions-là. Parce que ce ne sont pas des personnels qui sont type éducation nationale. Enfin, je vais prendre. Pas d'heures d'enseignement. D'accord. Nous, en fait, on a monté derrière le projet. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a un projet qui est présenté et en fait, on a une rémunération qui est fixe pour tous les intervenants, en fait. Mais on a peut-être moins de soucis. Et pour la première année, pour tout vous dire, ils sont même intervenus bénévolement. Parce que pour eux, l'attrait d'utiliser une classe culturelle numérique, elle était très importante et de voir comment ça fonctionnait. Non, mais je voulais savoir si vous aviez peut-être des montages particuliers. Non, comme on est dans un système semi-privé, en fait, je pense que c'est plus simple. Mais il ne faut pas désespérer, je suis sûre que vous pouvez trouver les crédits, parce qu'en France, ça fonctionne aussi, les classes culturelles numériques. Et peut-être avec d'autres sources de financement qui seraient peut-être... je sais que certaines fois, ce sont la région qui peut rémunérer, ou d'autres entités un peu détachées. Je ne sais pas. Donc je vais vous demander de revenir sur le jardin en question, parce que là, on a terminé une première entité, le jardin de réponses, et je vais vous demander de noter ce que vous avez retenu de ces interactions qui changent, qui bougent en 1 ou 2 mots-clés. Ou 3 ou 4, s'il y en a beaucoup. C'est bon? On a quelques éléments qui viennent se poser. Puis il y a d'autres idées qui viennent, allez-y. Alors on va continuer à... Qu'est-ce que ça change, ce numérique? Donc ça change les interactions, gros point. Et s'il y avait un seul élément dont vous pouviez vous emparer, c'est celui-là. Hein. Gardez-le. Quand vous allez commencer à rechercher ce que vous pouvez faire en vous penchant sur les interactions, c'est gagné. Il y a d'autres éléments que vous devez, vous, avoir quand même néanmoins en tête, c'est que le lire et l'écrire, visiblement, ça a l'air intéressant ce qui se passe sur Answer Garden. J'ai du mal à récupérer tout le monde. Je regarderai moi à la fin, avant de sortir. Donc il faut que vous ayez en tête qu'il y a quand même quelque chose qui change aussi littéralement. C'est tout ce qui a trait au lire et à l'écrire. On ne lit pas et on n'écrit pas comme on lisait et comme on écrivait. Et malgré tout, là, il y a encore une disjonction entre ce qu'on nous demande de faire et l'état des faits et la réalité. Donc l'acte de lecture, il se métamorphose de manière complète. Plus du tout ce qu'on a vu, ce qu'on a appris. Donc la définition de l'Observatoire national de la lecture, en fait, je vais vous la donner, je vais vous la lire 2 fois pour qu'on puisse savoir d'où on part et où est-ce qu'on va. Donc cette définition, l'Observatoire national de la lecture, pour ceux qui connaissent, c'est à partir de là que sont dressés quand même nos curriculums et c'est à partir de cette définition qu'on a défini tout un tas de choses. Donc cette définition, elle dit que la lecture, c'est la capacité à déchiffrer les mots écrits pour pouvoir comprendre le sens d'un texte. Je vous le relis une fois. Donc l'acte de lecture, c'est la capacité à déchiffrer des mots écrits
pour pouvoir comprendre le sens d'un texte. Alors, cette définition, elle a au moins le mérite de distinguer le déchiffrage de la compréhension, de les mettre de manière de les mettre en à côté. On sait qu'un élève a peut-être des éléments de difficulté sur le déchiffrement, mais que finalement, il est tout à fait capable de comprendre si je lui lis le texte par ailleurs. Et que c'est des difficultés qui ne sont pas liées les unes aux autres. Ok. Déchiffrer, comprendre. Vous gardez ça en tête, hein? Déchiffrer, comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà... Déchiffrer, comprendre, ça veut dire que, donc vous avez cette définition, je vous demande de faire quelque chose d'un peu particulier. Commencez à avoir dans la tête ce que vous faites tous les jours, 86% de votre temps en moins, c'est-à-dire de la recherche. Vous gardez ça dans un petit coin de la tête. Après, je vais détailler avec une étude. Quand on fait de la recherche et qu'on lit avec ça. Donc cette étude, enfin cette définition, quand je l'écoute, elle me dit que en fait, je mets le lecteur face à un texte unique. D'accord? Je déchiffre et je comprends un texte, ça veut dire que le texte, il est unique. Ok? Vous me suivez là? Texte unique, rapport à quand je suis sur Internet, est-ce que j'ai un texte unique quand je fais des recherches? Voilà. Voilà. Donc, et puis cette définition, elle va aussi exclure l'accès au texte. C'est-à-dire que d'emblée, le texte, je l'ai et je le donne. Il n'y a pas la question de l'accessibilité au texte, qui aujourd'hui est une question centrale. Comment j'y accède? Ok? La définition de compréhension a pour but ultime de lecture, en fait, la compréhension. En gros, capacité validée si j'ai compris le texte. Mais ça exclut, en fait, toutes les activités de localisation de l'information. Je reviens, quand je fais une recherche Internet, j'ai une série de résultats, d'accord, accès au texte, et ensuite, il faut que j'aille, vous allez ouvrir et vous allez faire une lecture en diagonale pour regarder, c'est bon, c'est pas bon, on y va pas. Donc, il faut que j'arrive à localiser rapidement. Peu importe si j'ai compris la totalité, il faut que je vois si on en parle de cette chose-là. Ok? Donc, le texte unique qu'on lit du début à la fin et dont le but ultime est la compréhension, c'est quand même pas tout à fait ça, quoi. Et ça suppose aussi que le texte, il est nécessaire et suffisant à lui-même pour comprendre. Et ça, c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe, mais vous le savez très bien. Ce qui se passe dans l'acte de lecture 86% du temps, parce que 86% du temps, ça c'est une étude, qu'est-ce qu'on fait sur Internet? 86% du temps, on cherche. On cherche, on cherche, et on cherche avec cette chose-là, qui s'appelle Google. Et donc là, il y a un autre chercheur français, pour le coup, qui est allé, il y en a d'autres un peu dans tous les pays, qui était dans une classe de 4e et qui a dit « Bon, allez, on se lance, les changements climatiques, vous savez un peu des choses là-dessus, je vous donne 1 heure, on y va ». Donc, qu'ont fait les élèves? Ils ont tapé changement climatique, sans trop de... Il a été très vague relativement à ce qu'ils voient dans les classes, c'est-à-dire que souvent, on laisse les enfants, on leur demande d'aller chercher des choses et ça reste très large. Et ce qu'il a observé, c'est que pendant 1 heure, les enfants, ils ont tapé changement climatique et ils se sont baladés de lien en lien. Or, qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose, je reviens à cette activité, la définition, comprendre, déchiffrer, comprendre. Et je dis, du coup, on n'a pas un texte unique, on en a plein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre déjà que ce que j'ai ici, vous voyez ma flèche? Ouais, super. Ce que vous avez ici, en fait, ici, vous savez, les résultats du haut de Google, en fait, c'est souvent des annonces un peu marketing. C'est un peu, pas vraiment des sites, ça, il faut le savoir, hein. Et puis, l'autre élément, bon, ça, c'est le lien qui va me permettre de m'y rendre. L'autre élément, c'est que souvent, on a la faiblesse de croire que ce qui est dessous, c'est en gros le résumé des informations que je vais trouver. Erreur fatale, ça n'est pas ça. Ce que vous avez là, c'est relatif à ce que vous avez, vous, tapé. C'est-à-dire qu'avant de retrouver les éléments qui sont là, il va falloir souvent aller chercher longtemps et creuser beaucoup dans le texte pour retrouver, en fait. Il me semblait quand même que ça parlait de changement climatique. Quand même, je ne le vois plus, c'est où, quelle page? Et c'est très compliqué. Ce n'est pas le résumé qu'il y a là. Les enfants croient que c'est le résumé. L'autre élément, c'est que pour des éléments de science, et pour d'autres, hein, qu'est-ce qu'il va falloir faire? En sciences particulièrement, il va falloir lire et finalement, il va falloir se dire « je valide ».
Et quelquefois, il faut aussi invalider parce que ce qui est noté à l'intérieur est complètement faux ou erroné au vu de ce qui est développé aujourd'hui des champs de recherche de la science. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que cet exercice-là de lecture, il n'a rien à voir avec ce que nous donne comme définition, c'est Jean-François Rouet, en fait, donne comme définition en fait, le laboratoire, enfin l'ONL. Et aujourd'hui, en gros, déchiffrer et comprendre, ça reste restreint. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on lit, hein? Il faut chercher, il faut sélectionner, il faut évaluer, il faut mettre en relation. C'est-à-dire que parmi tout ce qu'on aura trouvé, il va falloir dire ça je le garde, ça je le garde pas, ça je le mets en lien avec ça. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à avancer. C'est très compliqué. C'est pas si facile que ça, quoi. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, PISA. C'est clair pour tout le monde ce que c'est que les tests PISA? Tests internationaux, ce que je vous ai dit, ils montrent bien que les enfants sont complètement, quelque nationalité que ce soit, ça ne s'enseigne pas assez. Et en fait, de la Finlande à la Corée, en passant par la France et les États-Unis, tout le monde est au même niveau. Là, on ne sait pas faire. Il n'y a pas de nation meilleure que les autres. Ça, ce n'est pas encore assez développé. Alors, je vous le redirai à plusieurs reprises, il y a en fait, depuis juillet 2013, on a quand même inscrit dans la loi de refondation en fait, une obligation de former la totalité et de nos personnels et de nos élèves à l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que change le numérique? Moi, je ne peux pas vous dire tout ça, voilà ce qui change, sans vous dire, je vais faire un micro-aparté sur les médias et l'information. Impossible de se lancer dans le numérique sans avoir tout ça en toile de fond et avoir une vigilance extrême là-dessus. Au-delà de la vigilance, c'est plutôt des guides, les aider à cheminer. Oui, il y a des questions, bien sûr. Poser une question. Mais plein même. Ne faisant pas partie des tranquilles dont tu parles. Et les tranquilles peuvent continuer à cheminer pendant que tu poses la question. Moi, je suis quand même très gênée par certaines choses. Quand tu dis que lire, c'est simplement déchiffrer pour comprendre. Moi, ma pratique de la lecture, c'est pas ça. Comprendre, c'est justement chercher, sélectionner, mettre en relation, être capable de faire des liens dans un texte. Donc, évidemment, si, alors qu'ils ne savent même pas encore lire un texte en continu, on leur demande de faire ce genre de recherche. Tu parles d'élèves qui vont, par exemple, de quel âge? On est en 4e, là. Oui. Eh bien, ça va surtout révéler, en fait, justement, leur problème. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement lire. On est au-delà de la lecture, c'est la question du jugement qui est en jeu. C'est la question de la connaissance. Oui, et la question du jugement de ce qu'on lit. C'est-à-dire si on est capable, comme tu l'as dit, de le valider, de l'invalider. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est pas quelque chose d'intéressant? Pour moi, ça, c'est le jugement. Donc, ce qui est en jeu, c'est l'exercice du jugement. Alors, justement, ça peut être un très bon moyen d'exercer le jugement. Mais ce n'est pas simplement une question de lecture, là. C'est au-delà. C'est être capable de juger de ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'on est déjà à un niveau au-dessus, si tu veux. Mais je crois qu'on parle de la même chose, en fait. Ce n'est pas du tout contradictoire. L'élément sur les liens, je suis tout à fait d'accord. Quand on lit un texte et quand on le comprend, on est capable de lire les inférences et de faire des liens. Là, en fait, ce que sous-tend, ce qu'il essaie de montrer Jean-François Rouet, c'est qu'on n'en a pas un texte, on en a plusieurs. Et que pendant longtemps, la compréhension était faite face à un seul livre ou face à un seul texte. Oui, parce qu'on est dans une recherche. On est dans une recherche. Quand tu es dans une bibliothèque, tu fais une recherche, tu vas aussi aller chercher plusieurs livres, tu vois. Tu ne vas pas te limiter. Ou si tu es sur une encyclopédie, tu vas aller d'un article à un autre. Alors, je ne dis pas que ça ne change pas complètement les choses. Non, tout à fait. Mais là, c'est dans une dynamique de recherche où on va justement chercher la bonne information, celle qui est pertinente, celle qui est valide, pas valide, etc. Tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et ce que tu avances. Ce qu'il essaie juste de montrer, c'est que pendant longtemps, les informations qui étaient données étaient des informations uniques, sorties de textes sources ou d'éléments de livres, et qu'aujourd'hui, tout ça, ça n'est plus le cas. Et que là où avant, on avait un texte unique... Exactement. Elle est plus que complémentaire. Rend les choses encore beaucoup plus compliquées, ça c'est clair. Tout à fait. Vas-y, Marad. Est-ce que c'est pas, enfin là je me fais un peu l'avocat du diable. Il faut le faire. Est-ce que c'est pas la hantise aussi de l'enseignant que la compréhension, la connaissance échappe un peu? C'est-à-dire enfin, maintenant, avant quand il donnait donc un texte unique et qu'il y avait qu'une compréhension unique, la connaissance qui arrivait dans la tête des enfants était unique aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, on est en train de parler de connaissances multiples, donc acquisition multiple. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train d'échapper à l'enseignant? Est-ce que c'est pas sa hantise aussi?
Ben, bien sûr que si. Si, je pense que c'est un peu... Alors, c'est très contradictoire. C'est à la fois une hantise et à la fois c'est quelque chose dans lequel on voit les enseignants se jeter un peu. Régulièrement, je vois des cahiers de texte d'amis arriver avec fais-moi une recherche sur Voltaire, donne-moi, va voir les informations. C'est un peu contre tout ça que j'essaie d'avertir les gens. C'est extrêmement compliqué. Tout à fait. Mais non, on parle de la même chose. C'est extrêmement compliqué. Et que c'est très différent de se dire on a ces éléments-là sur lesquels je vais trouver ce que je veux sur Voltaire par rapport à aller sur Internet et trouver les éléments de réponse. Il y a la question de la source, être capable de vérifier une Exactement. source. Je veux dire, c'est déjà une complexité intellectuelle. Importante. Donc ça, c'était pour la lecture. Très rapidement, en fait, je vous laisserai sur le diaporama, sur le prévis, vous pourrez aller voir tout ça. Donc ça, c'est Subtext, l'application de lecture. Vous avez aujourd'hui, en fait, surtout utilisé au collège et au lycée. Je commence à le voir au primaire. La lecture proposée, en fait, avec Padlet. Vous connaissez Padlet ? Plus ou moins. C'est une page sur laquelle, en fait, sans avoir besoin de créer un compte ou quoi que ce soit, on va pouvoir poser des posts, des petits post-it. Là, chaque encart est un post-it. Ça va donner l'occasion à l'enseignant, en fait, de pouvoir multiplier les supports de lecture. C'est-à-dire, on va pouvoir passer d'une émission de radio à une vidéo, à un texte écrit, à tout un tas de choses. Donc là aussi, la lecture, elle n'est plus seulement l'élément concis. Là, je rebascule au primaire et sur des choses qu'on voyait moins. Qui est du primaire ici ? J'en ai plus du primaire ? Le primaire ? Le primaire est là ? Ouais. Donc sur le primaire, juste un petit élément que vous connaissez peut-être, et c'est des choses qui ont changé la vie de beaucoup d'enseignants de cours préparatoires. Quand on apprend à lire, donc c'est peut-être loin pour vous, on passe beaucoup de temps à découper des mots en syllabes, et voire à mettre les sons de couleurs différentes. Et en fait, aujourd'hui, on a des applications avec des textes de lecture aussi connus que les contes traditionnels sur lesquels on clique et en fonction de, je sais que cet élève va avoir besoin plutôt d'un découpage syllabique, ou là, j'ai besoin de mettre en grisé clair toutes les finales pour la lecture orale qui ne se prononceront pas. Tout ça, c'est aujourd'hui possible, automatisé. C'est un gain de temps énorme. Moi, j'ai un peu travaillé au départ, je passais ma vie à faire. Et là, vous pouvez différencier très rapidement ce que vous faites. Ah oui. Ok. Donc, je vous laisserai regarder parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Là, je rebascule dans le champ de l'histoire, la géographie et les sciences. C'est Gapminder. La lecture, en fait, c'est la lecture comme ça, mais au niveau des sciences, c'est aussi le numérique qui va permettre de créer des schémas dynamiques sur lesquels on va pouvoir voir apparaître des éléments qu'on ne voyait pas. J'ai qui en sciences là ? À part les maths ? L'histoire, la géographie ? C'est pas des vraies sciences. C'est pas des vraies sciences ? La SVT, c'est pas des vraies sciences. C'est ce que les matheux disent. On n'a jamais dit que vous n'étiez pas des vraies sciences, vous êtes des vraies sciences. Inexactement. Donc, je vous laisse découvrir, en fait, je vous laisserai découvrir, mais peut-être sûrement vous connaissez déjà Gapminder, en fait, qui permet de faire de lire de manière dynamique tout un tas de données, là où on avait un schéma basique. On a des influences et on peut voir les éléments bouger dans le temps. Et pour commencer à poser des éléments de réflexion et d'explicitation, j'ai vu des enfants, en fait, face à des schémas fixes et face à des schémas dynamiques, être capable d'avancer beaucoup plus d'éléments que normalement. Allez regarder la vidéo, elle n'est pas inintéressante. Au niveau de l'écriture, donc il y a un monsieur qui s'en est beaucoup occupé. Vous retenez un nom, c'est Serge Bourcharon. Lui, il est allé voir, c'est lui qui a fait l'étude avec les écrits collaboratifs synchrones et d'autres. Et en gros, il dit, au niveau de l'écriture, il y a 3 modalités. Il n'y a plus ça que ça. Il y a ce qu'on appelle l'écriture multimédia, c'est-à-dire multimédia, pour écrire, je vais mettre un support photo, vidéo, mettre des éléments sous-titrés, une vidéo. En fait, c'est la position de plusieurs médias pour l'écriture. Écrire tout seul, maintenant, c'est à peu près sur du papier. On l'a, mais ce n'est plus la modalité unique. Après, vous avez tous les types d'écriture interactive, mais ça, vous le connaissez tous. Quand vous tapez des mots sur votre téléphone, tout de suite, on vous propose.
Donc là, vous avez tous les champs de logiciels pour les enfants 10 qui se servent en fait des éléments de lecture interactive ou prédictive sur lesquels en fait on a de jolies choses et c'est des avancées importantes pour les enfants qui entrent un peu différemment dans les apprentissages. Et puis vous avez l'écriture collaborative synchrone dont je vous ai parlé. Donc il y a ces 3 grands champs d'écriture là qui changent un peu la donne. Rapidement, en fait, je vous ai mis ici quelques exemples de ce qui pouvait changer au niveau de l'écriture. Bon, ça, on en a parlé ensemble. Ici, vous connaissez ces éléments-là. Alors, je vous ai mis ici quelque chose dans les compétences de préécriture ou d'organisation des écrits. Maintenant, on peut les faire ensemble. On n'est plus obligé d'œuvrer tout seul sous forme d'éléments relatifs à des caractéristiques. Donc ici, c'est l'application Poplet. C'est l'inconnu total. Ok. Ok, c'est une carte heuristique, voilà, une carte heuristique sur laquelle en fait tout le monde peut intervenir en même temps pour préparer l'écrit. Ici, j'ai mon histoire, ici, et on va mettre tout un tas d'éléments. Par exemple, je suis sur la potion magique, je vais avoir des enfants qui sont chargés de me représenter, enfin d'aller me chercher tout le vocabulaire ayant trait aux ustensiles, aux verbes d'action, aux adjectifs qui vont complémenter. Et du coup, l'écrit, les étapes de préécriture sont faites collaborativement. Et quand on passe après à l'écrit, ben, ça va très vite et ça va beaucoup plus loin que quand on a préparé les éléments tout seul. L'autre élément aussi, j'en parlerai demain sur l'évaluation, s'il y en a qui viennent, c'est sur les corrections mutualisées. La correction mutualisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant que vous passiez vous à votre correction, peut-être qu'il y a des éléments sur lesquels eux, ils peuvent intervenir. Et puis, il y a, si vous ne connaissez pas encore, alors attendez, je vais revenir là-dessus, il y a ça. Vous connaissez bonpatron.com? C'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, les élèves tapent un texte, et au lieu d'avoir comme le correcteur orthographique, basiquement, qui vous souligne et vous dit, là, il y a une erreur. Ah ouais, mais c'est une erreur de quoi? C'est de la syntaxe, c'est de l'orthographe, c'est un accord. Là, il vous le dit. Il va dire aux élèves, on est sur ce type d'erreur, en français, hein, on est sur ce type d'erreur, il va donner des indices jusqu'à ce que les élèves trouvent. C'est un jour, en fait, en classe, une élève qui venait du Québec qui m'a dit « Je peux passer mon texte à bonpatron.com » Je l'ai regardé, je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» et en fait, c'est plutôt... donc, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de certaines datas. Je reviens ici. On peut aussi écrire avec Padlet. Je vous l'ai montré sur la lecture. Mais aussi, on peut écrire... Là, je suis, en fait... sur un travail qui a eu lieu en classe de première avec Françoise Carin. Si vous ne la connaissez pas, c'est une référence de prof de français incroyable en France. Et donc là, avant de travailler sur un groupement de textes sur le handicap et la société, elle a demandé à ses élèves, en fait, avant de rentrer dans le groupement de textes proposé, d'aller effectuer une interview de gens qui travaillaient soit avec le handicap, des gens handicapés, soit des personnes handicapées, de créer une interview, de mettre le support qu'ils voulaient, ça pouvait être un PowerPoint, autre, un enregistrement vidéo, audio, de le mettre là. Et donc, ils ont posé toutes les formes d'écrit et ça a été consulté un petit peu par tout le monde. Autre élément, on se sert aussi de Padlet. Ici, je bascule en SVT, souvent pour introduire et prendre les représentations initiales de tous les élèves. Là, en fait, pour ceux qui connaissent, Jean-Claude Amezen est sur les épaules de Darwin, émission merveilleuse. Quand on a commencé à écouter, on ne peut plus s'en passer. Donc, sur l'épigénétique, l'enseignant a fait écouter les 3 premières minutes pour leur dire qu'est-ce que c'est que l'épigénétique. Après 3 minutes d'émission, ils ont commencé à définir, en fonction de ce qu'ils avaient entendu de l'émission de radio. Et mes représentations initiales, en fait, c'est souvent plus facile d'arriver à les décoincer quand je peux voir ce que vous avez écrit, ce que d'autres ont écrit. On va le faire après dans les ateliers sur les usages. C'est beaucoup plus simple de commencer à lancer sa propre représentation et à ne pas partir partout quand on commence à voir ce que posent les autres. Donc, bon patron, écriture. Je terminerai avec ça sur l'écriture, en fait, qui est pour moi la forme d'écriture aujourd'hui de ce qu'on peut attendre en classe de collège et de lycée. Je commence à voir certains primaires s'y mettre. Là, c'est Caroline Duré, pour ceux qui la connaissent ou pas. Elle est enseignante française, mais elle travaille aujourd'hui à Lausanne et elle investit grandement. Elle dit aujourd'hui le numérique nous permet de faire vivre des expériences aux élèves et d'écrire un peu autrement ce qu'ils ont au fond, en le mettant en forme différemment. Donc là, elle a travaillé beaucoup sur la poésie.
On est à Londres, elle les a amenés, en fait, avec le professeur d'anglais, elle les a menés en voyage à Londres, elle leur a dit, à un moment donné du voyage, où que vous soyez, vous vous trouvez un lieu, vous vous y mettez dans ce lieu et vous allez m'écrire un peu de poésie. Je raccourcis, elle l'a fait mieux que ça. Une fois que vous aurez trouvé ce lieu, vous notez bien où c'est et vous vous imprégnez de l'environnement. C'est-à-dire qu'avant de faire écrire les élèves, elle les fait, ce qui est tout à fait vrai, comme tout écrivain, elle leur fait vivre quelque chose. C'est-à-dire qu'ils doivent s'imprégner, ils ont tout un tas de consignes, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu ne vois pas. Et donc les élèves ont écrit, ont récupéré tous les matériaux qu'ils voulaient, sonores, visuels, ont fait des vidéos. Et ensuite, ils sont allés poser tous les poèmes sur une carte de Londres. Et quand on clique derrière chaque petit pins, on a la poésie. Mais la poésie, elle ne leur a pas dit, vous me l'écrivez sur un papier ensemble. Il y en a qui ont fait de la poésie, je vous invite à aller regarder, on n'a pas le temps là, mais sur Pinterest. Il y en a qui ont fait des vidéos qu'ils ont mis sur YouTube sur lesquelles ils ont donné à entendre la poésie. Ils ont fait des enregistrements dans Westminster. Voilà, elle a ouvert, elle a dit aujourd'hui la poésie ne peut plus se limiter juste à du papier. On a nécessairement du son ou de la vidéo qui peuvent venir accompagner et sur différentes formes. Donc, et l'autre élément, j'en reviens toujours à ce que je vous disais sur les interactions, de voir les autres en train de faire leurs travaux, ça change tout. Ça change tout, ça ouvre et ça pousse beaucoup plus loin, quoi. Donc ils ont, là aussi, comme l'histoire de la lecture, ils ont beau avoir posé des éléments une seule fois, ils vont pouvoir y revenir et ils vont pouvoir souvent, ce qu'elle a noté, modifier ce qu'ils ont fait au regard de ce qu'ont fait les autres. Ce n'est pas de la copie, c'est que ça ouvre un peu autrement le champ de vision. C'est bon? Je vous demande de revenir sur le petit Answer Garden et de noter ce qu'il vous reste de la lecture et de l'écriture. Qu'est-ce qui change en lecture et écriture dans le jardin des réponses? Merci. On continue? Bon, j'espère qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent sur le tableau de le jardin des réponses. Alors, tous ces changements, ce que je vous disais, il faut que vous ayez juste, vous, à l'esprit, le fait que éducation aux médias, à l'information, c'est une nécessité. Je vais passer très vite et vous donner quelques informations personnelles, des éléments que vous devez savoir, que vous savez peut-être déjà ou que vous ne savez pas, mais c'est bien de les avoir au moment où on va entamer les travaux juste derrière. Donc, éducation aux médias et à l'information, je disais, c'est une obligation partout, tout le temps, depuis 2013. Et ce n'est pas une matière, ce n'est pas que la documentaliste qui a ça à charge, c'est tout à chacun. Donc, apprendre à traiter l'information, c'est développer des stratégies de recherche, évaluer la pertinence de l'information, ce que vous disiez, ce que tu disais, à savoir la source. C'est bon ou c'est pas bon? D'où ça vient? Traiter, organiser et tout mettre en relation. Alors, je vous ai mis une image de Google qui est là. Est-ce qu'on y va? Hop. Je vous ai mis une image de Google, mais avant Google, je vais vous demander d'ouvrir un onglet, tous, et d'aller sur Google. Et après, on va dire qui est Google. Non, vous savez un peu, mais on va faire un truc un peu amusant quand même. Donc, vous avez votre moteur de recherche. Je vais vous demander de taper deux mots. De taper tree, T-R-E-E, octopus. Octopus. Tree et octopus dans Google. Et je vais vous demander de cliquer sur le premier lien, s'il vous plaît, qui arrive. Le premier qui arrive, la pieuvre des sapins. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais la pieuvre des sapins, elle est en train de disparaître. Il faut se mobiliser activement quand même pour s'assurer que cette pieuvre des sapins ne disparaisse pas. Il y a des appels de fonds qui sont faites régulièrement. Il y a même des photos où on l'a vu dernièrement. Enfin, s'il en reste encore un peu, quoi. Ok. Vous y êtes tous sur la page? Oui, oui. La première, hein? Vous avez bien cliqué sur le premier lien Google, hein? Ok. Bon alors, la pieuvre des sapins, ça vous dit quoi? J'ai des doutes parce que je sais pas, une pieuvre, ça vient dans l'eau. Voilà. Mais pour des enfants, c'est le premier lien Google. Donc c'est la vérité. Donc c'est la vérité. C'est écrit, c'est la vérité. Et c'est le premier lien, rendez-vous compte. C'est le premier lien. Donc en fait, cette page, elle est animée par... il y a un comité qui travaille sur l'équivalent de ce que fait le CLEMI, éducation aux médias et à l'information. Et souvent, même avec... bon, je vous ai un peu mis au parfum, mais
des fois, j'arrive à tenir 5 minutes avec certains enseignants. On parle de la pieuvre des sapins, certains se disent « Mon Dieu, la pieuvre des sapins, je n'en avais jamais entendu parler. » Alors, imaginez-vous avec des enfants, ce qui se passe, ou des élèves. Donc en fait, c'est un équivalent du Crémi en fait, qui a mis en place certains sites et on amène les enfants à faire des recherches et surtout leur montrer qu'avec l'utilisation de ce moteur de recherche-là, premier lien qui arrive, c'est ça. D'accord, donc là c'est à usage pédagogique. Oui. C'est à usage pédagogique. Malheureusement, il y en a d'autres que j'utilise qui ne sont pas à usage pédagogique, dont notamment martinlutherking.org, qui doit être le 5e lien qui arrive. Et les informations qu'on a dessus sont terribles. Bon, la pieuvre des sapins, c'est pas mal pour débuter. Il y en a d'autres. À usage pédagogique, martinlutherking.org, ça n'est pas à usage pédagogique. Et il faut le démonter tout ça. Donc Google, je vous ai mis en fait une petite photo avec une fermeture éclair qu'on ouvre. Parce qu'il faut un peu comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a 3 ans, en fait, j'ai une amie qui déménageait à San Francisco et elle me dit, San Francisco, bon, c'est vrai, c'est hors de prix, hein, c'est très cher. Je vais jamais, enseignante, je ne vais jamais pouvoir me loger, impossible. Il n'y a pas un appartement à un prix décent. Donc, je savais un peu comment fonctionnait Google. Je regarde, elle avait un Mac et je regarde ses fenêtres ouvertes. Et dans une des fenêtres ouvertes, il y avait une épicerie un peu haut de gamme qui s'appelle Whole Food, ouverte. Et puis je regarde. Donc je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, tu vas faire la même recherche. Tu gardes Google, hein, et tu viens sur mon ordinateur. À l'époque, je n'avais pas un Mac parce que ça détecte aussi le type d'ordinateur que vous avez. J'avais un PC à $300. Uniquement pour l'école, et il n'y avait que des éléments de recherche, je n'utilisais absolument pas de manière perso. Et donc je lui ai dit, vas-y, fais ta recherche, et viens ici. Et donc elle a tapé les éléments de recherche, et à ce moment-là, elle avait accès à certaines annonces dans les sites même qu'elle ne voyait jamais. Elle avait accès en fait à des sites qu'elle ne voyait jamais apparaître. Il y avait tout un tas d'éléments qui étaient complètement inexistants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je continue à l'utiliser. Ce n'est pas non plus le diable, mais il faut savoir un peu comment ça fonctionne. Avec Google, on ne trouve pas, on retrouve. On ne cherche pas, on retrouve ce qu'on a besoin de trouver. C'est un univers très confortable. L'autre élément, c'est qu'il faut que vous sachiez comment fonctionnent en fait les recherches qui vous sont données. Ce ne sont pas de vraies recherches, elles sont en fonction de votre algorithme. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire qu'en fonction de tout ce que vous faites sur Internet, vous créez un algorithme en fonction des recherches, en fonction de ce que vous regardez, de ce que vous dépensez, de tout ça. Il y a une petite jolie formule magique qui correspond à chacun d'entre vous. Et c'est pas, je ne vous parle pas que des publicités là. Ça, c'est maintenant dépassé. La publicité, c'est fini. C'était l'étape ultime. Il faut quand même que vous ayez conscience que ce qui vous arrive n'est pas vraiment ce que vous cherchez. Oui, vas-y. Enfin, excuse-moi de vas-y. Mais je veux dire, ça a des conséquences politiques. Bien sûr, vas-y. Martin Luther King, qui sont absolument faramineuses. C'est-à-dire qu'effectivement, comme finalement tu as ton petit profil qui se constitue, ton petit univers, je ne sais pas, par exemple, si tu cherches des liens d'extrême droite, tu vas avoir que, à un moment donné, qu'être dans cet univers-là. C'est-à-dire que tout ce qui est pluralité, tout ce qui est contradiction, tout ce qui est discussion est complètement gommé. Ça n'apparaît plus. C'est-à-dire que l'algorithme va s'adapter aux recherches et qu'on continue à fonctionner dans des bulles fermées, complètement fermées. Donc, il y a des alternatives quand même. Il faut que vous sachiez. Moi, des fois, j'ai envie de retrouver un truc. Je passe par Google. Hein. J'ai envie de retrouver ce site que j'aimais bien, sur lequel j'ai vu des infos intéressantes pédagogiques. Je reviens et je le retrouve d'emblée. Par contre, si vous avez besoin de chercher, même pour vous, je vais vous donner un autre exemple. J'habite à Oakland. C'est en face de San Francisco. C'est beaucoup plus pauvre, beaucoup plus mixte. J'étais à San Francisco, dans l'école richissime, dans un quartier terrible. Et puis, j'avais besoin, mon sèche-linge venait de tomber en rade complet. Bon, j'avais pas vraiment d'argent pour en acheter un neuf, donc j'en voulais un d'occasion. Il y a plein, le marché de l'occasion est très développé. Je fais la recherche en disant, il n'y a pas un revendeur d'occasion pas très loin de chez moi, mais de l'autre côté, Oakland. Je fais la recherche depuis San Francisco. Qu'est-ce qui sort? Zéro. C'est pas une blague, hein. Alors j'habite Oakland, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça quand même? C'est pas revendeur d'occasion. Par contre, j'ai du neuf, Home Depot, tout ça qui arrive. Le soir, je rebranche mon ordinateur, le même, je fais la recherche et ça y est, ça apparaissait. Je n'étais plus localisée dans la même zone. Pour vous dire que c'est très sensible à tout un tas d'éléments dont on ne se doute pas. C'est l'aliénation totale. On est d'accord. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc ce que je vous recommande de moi,
Après, vous ferez ce que vous voulez, mais je ne peux pas vous laisser là tout seul et on va l'utiliser après. C'est d'utiliser d'autres moteurs, Qwant, des moteurs propres, DuckDuckGo. J'en ai 2-3 autres que je détaillerai avec vous sur les usages. C'est important. Et DuckDuckGo, moi je ne l'utilise plus, j'utilise plutôt Hulbi. Si vous ne le connaissez pas, moi je l'aime beaucoup parce que en fait, je l'utiliserai avec le groupe d'après, Hulbi, hulbee.com. C'est pareil, ça ne fait pas référence. Bon, là, je suis un peu embêtée parce qu'il vient d'être racheté par Microsoft, donc ça ne me plaît pas du tout. Mais c'est récent, je vous assure. Au début, j'ai utilisé, il était très propre, et là, ça ne me plaît pas. Mais Hulbi. Parce que vous avez activé la localisation avec Google, qui fait que, comme vous avez un outil hyper développé au niveau du mapping, ouais. Ben vous êtes enregistré pour avoir un compte Google, et du coup, ça a tout faussé en fait par rapport à ça. Vous avez accepté de. Oui, c'est ça, bien sûr. Tout, alors que de DuckDuckGo, je pense qu'il n'y a pas du tout de. Non, il n'y a pas de mapping, mais DuckDuckGo, c'est un peu sec, un peu rêche en fait. On n'a pas vraiment envie d'aller voir derrière. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui me disent non, j'en peux plus de DuckDuckGo, j'ai tenu même pas une journée, j'arrête. Hulbi et Keepier, je vous en donnerai d'autres qui sont beaucoup plus friendly. Oui, vas-y. Bien sûr. Parce que vous avez accepté de localiser sur votre appareil que les gens, ça veut pas dire que les gens ont connaissance que c'est. Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr, c'est à cause de ça. Mais j'utilise moi la géolocalisation pour d'autres choses dont j'ai besoin. Donc. Google, c'est d'avoir différents applis. Il y en a d'autres si tu veux diriger. Bien sûr. Après, c'est peut-être écrit dans les conditions. Donc l'idée, c'est bien de montrer à chacun. Donc, bien savoir ce qu'on utilise et puis essayer d'utiliser autre chose dans votre quotidien. Donc, pour que ça marche, il faut se le mettre en favori quand même, parce que si on a toujours Google en favori, on ne le fait finalement jamais. Donc, je vous en ai mis un autre qui n'est pas inintéressant, c'est Million Short. Alors, Million Short, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que vous sachiez quand même que quand on fait une recherche Google, les premiers éléments qui arrivent, c'est les éléments en fait qui ont été un peu financés, pour lesquels on a donné un peu d'argent. Et ouais. C'est pas nécessairement les mieux. Et puis ça fonctionne par crowdsourcing, c'est-à-dire que plus on va cliquer sur un site, plus il va monter. Mais c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, quoi. Puisque c'est au début, on va nécessairement cliquer, et quand ça y est pas et que c'est intéressant, finalement, on ne le verra jamais. Donc Million Chart, en fait, vous permet, et très honnêtement, moi, après la deuxième page de recherche, j'abandonne. Hein. J'arrête, je ne vais plus voir. Quelquefois, les résultats qui m'intéressent, ils seraient bien derrière. Donc, ce que vous permet de faire Million Chart, c'est de dire, voilà, les 100 premiers résultats, hop, je les enlève et j'ai accès directement aux 100 d'après. Les 1000 premiers, les 10 000 premiers, voire le premier million, je les enlève et j'ai accès à l'information qu'il y a à partir de ce moment-là. Quand vraiment on est décidé à chercher et pas rester dans un confort, je le dis juste, chercher, c'est pas confortable. Chercher, on va trouver des choses qui ne sont pas celles qu'on attend nécessairement. Google vous maintient dans un univers très confortable. Comme vous disiez, de bulles dans lequel on est dans un autre soi. C'est le système des algorithmes. Donc quand vous êtes vraiment prêt à chercher Hulbi et à trouver des choses qui ne sont pas celles que vous attendiez vraiment, mais Hulbi ou alors Million Short. Tu pourras nous... Parce que on ne va peut-être pas tous aller après à ta... Aux usages? Oui. En fait, toute la liste. Bien sûr. C'est un petit parcours. Les usages, c'est un parcours qu'on va faire pendant 2 heures et vous avez tous les moteurs de recherche qu'on va utiliser. Je vous enverrai le lien. C'est un Padlet que j'ai fait. Donc, c'est bon pour les moteurs de recherche? Oui. Oui. Bing, c'est le même que Yahoo. Oui, c'est un peu tout ça pareil. C'est un peu la même famille. Le plus puissant, le plus écrasant de tous, c'est Google. Il faut le savoir. Mais Yahoo, Bing, c'est un peu... Il faut utiliser... Et moi, je suis très contente parce que Qwant, je vous l'ai mis, il y a Qwant Junior qu'on met en place dans toutes les écoles, normalement, ou fortement recommandé, Qwant Junior. C'est français et vient de s'associer avec Mozilla. Donc, bonne nouvelle. Tout ça, c'est... C'est un truc français, je crois aussi. Peut-être Qwant est très répandu. Ouais. Donc évidemment, je vais passer... Il faut vraiment se le mettre en... Oui, parce qu'en fait, sinon tu retombes sur Google et faire la démarche de... Il faut se le mettre en favori de page. D'accord.
C'est une recommandation parce que Oui, pour, pas j'ai beau retomber, être une ascète de certaines choses, là-dessus, si c'est pas en favori, je le fais pas. Oui. Et quid des moteurs de recherche scientifiques type Google Scholar, par exemple? Tu peux tout à fait l'utiliser, hein. Moi, j'apprends, enfin, quand je travaille avec les élèves, je ne l'évince pas Google. Je le mets dans le lot, mais j'ai des groupes qui vont chercher avec Google ou Google Scholar, j'en ai d'autres qui vont chercher avec Quant, et j'en ai d'autres qui vont chercher avec encore un troisième moteur de recherche, et on compare. On regarde ce qui se passe pour qu'ils aient connaissance que la vérité infinie ne vient pas que d'une seule source. Il ne faut pas dire on l'oublie, c'est pas ça l'élément. Et c'est pas bien d'enterrer les choses interdites, ça mène pas grand-chose, hein. Donc évidemment, pour travailler sur tout ça, l'élément le plus productif, c'est justement de permettre aux élèves de publier, de produire. Et là, on a des avancées importantes dès lors qu'on commence à produire. Mais ça, j'en parlerai un peu plus sur les modes d'évaluation. Donc ici, je vous ai mis plusieurs éléments. Le CLEMI que vous devez tous connaître, j'imagine. Oui, qui n'est pas représenté ici. Il n'y a pas de CLEMI en Polynésie? D'accord. Le CLEMI, personne connaît, tout le monde connaît. Ok. Donc ça fait partie des institutions françaises en fait. Ça fait partie de la DGESCO, mais le CLEMI, c'est en fait un organisme qui est chargé de travailler dans toutes les académies sur l'éducation aux médias et à l'information. Ils ont tout un tas de ressources pour aider les classes justement à œuvrer, à naviguer, à savoir comment faire pour cette prise de conscience. Moi, j'ai juste tiré la sonnette, mais après, avec les classes, il faut mettre en place des séquences plutôt fournies. Et quand on dit quelques matières que ce soit, on va travailler là-dessus, ils amènent des supports nécessaires pour vous aider à baliser le terrain. Donc le CLEMI, éducation aux médias et à l'information, allez, retenez un nom, celui-là. Ça veut dire quoi en fait le sigle là? Centre de liaison de... Éducation aux médias et à l'information. Je vous ai mis les liens de toute façon. À la fin du prési, vous avez tous les liens vers le CLEMI, vers tout ce que je suis en train de vous raconter. On peut continuer? Donc sur l'éducation, je reviens ici parce que j'aurais dû faire un petit stop là. Oups! Je vais faire un gros stop ici. Sur l'éducation à l'information, aux médias à l'information, qu'est-ce que vous retenez en fait? Je vais vous demander de revenir sur le jardin des réponses. Qu'est-ce qui reste finalement? Ok. Oui, oui. Mais oui, il n'y a pas que Google. Bien sûr. En fait, à un moment donné, quand on crée des sites, après, il y a tout un système de référencement qu'on travaille. Et par exemple, les sites d'école, ils y travaillent beaucoup. Les académies pour être retrouvées tout de suite. Ah oui. Non, là, pour le coup, cet organisme-là est très fort aux États-Unis. Donc, ils poussent les élèves à dire ce n'est pas parce que c'est le premier, quelques moteurs de recherche que ce soit. Ils ont des enquêtes. Est-ce qu'il y a ça? Quand est-ce qu'a été mise à jour la dernière? Enfin, voilà, une vérification d'une ressource. Donc, on revient et je vais accélérer un peu le pas. En fait, grosso modo, c'est pour terminer sur l'éducation aux médias et à l'information, il faut bien avoir en tête que c'est exactement ce que tu disais, c'est que ça nous formate complètement. Et que l'information qui nous arrive, ce n'est pas nécessairement la vérité, que c'est une partie, je vais vous montrer rapidement. Et tout ça, quand vous allez lancer des élèves ou que vous allez travailler avec eux, il faut en avoir un tout petit peu conscience. Et si les médias modelaient notre façon de voir le monde, je vais vous faire écouter un tout petit extrait de Ah, elle est déjà partie, Marceline. Non, mais elle est partie sur son ordinateur, je pense. Ah, il y a quelqu'un qui l'a laissé partir, c'est ça. D'accord, je me dis, c'est moi déjà.
Alors, on va écouter un tout petit extrait pour... après, je pense que quand on a écouté ça, après, on est vacciné sur, en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement toujours la vérité. Et c'est un point d'alarme, le seul élément qu'il y aura à retenir de l'éducation aux médias et à l'information. Marceline Loridan, elle a travaillé toute sa vie, bon, elle n'est plus toute jeune maintenant, mais elle a travaillé pour faire des films documentaires. Documentaires. Vous me suivez? Je ne suis pas en train de vous parler d'une fiction. Documentaire. Les documentaires, là, qu'on regarde ici et là. Et donc là, elle est en interview, et puis dans une émission de radio, et elle a fait des films donc, qui ne sont pas tout neufs et qui datent un peu, donc en plus on se dit, mince, c'est... Et donc elle est questionnée sur le documentaire, et qu'est-ce que c'est que le documentaire? Et on va clore là sur l'éducation aux médias et à l'information, mais il faut l'écouter pour se rendre compte un peu jusqu'où va notre façon de voir le monde qui est totalement modelée par ce qui nous arrive. Repensez à la télé, une fois que vous l'aurez entendu elle. C'est pourquoi, par exemple, pour trouver les filles qui convenaient pour le film, j'ai fait un casting avec 50 filles, 60 filles, pour choisir celles qui étaient les plus, les plus évidentes dans les fonctions qu'elles avaient, du fait que tous les hommes étaient à la guerre. Alors il y avait cette jeune femme qui dirigeait un village, l'autre qui était chef de la milice, avec toutes ses maladresses, bien sûr. C'est incroyable parce que moi je pensais que c'était un véritable documentaire où les personnages jouaient leur propre rôle. Ah ben ils jouent leur propre rôle. Mais quand même il y a eu un casting. Ah ben quand même il a fallu choisir. Alors Marceline... Mais le cinéma, mais moi je vais vous dire, ouais. le cinéma documentaire, c'est du cinéma. Il faut arrêter de croire que, alors, il y a les idées du cinéma direct où on pousse juste sa caméra. C'est pas du reportage, vous voulez dire, c'est non? pas du reportage. Il faut construire un film, il faut avoir des idées, il faut les développer, il faut savoir ce qu'on veut dire. Et pour ça, vous l'exprimez à travers des personnages qui jouent leur propre rôle, comme moi j'ai pu jouer mon propre rôle en Chronique d'un été. Et on a le droit de faire de la mise en scène. Moi, j'ai jamais partagé les idées de Dziga Vertov. Je pense que dès qu'on fait du cinéma, on fait de la mise en scène. On choisit un cadre. Et le cadre, il est toujours subjectif. Et c'est à partir de vos idées propres subjectives et votre vision du monde à vous que vous faites un film. Donc il n'y a pas de film objectif. Voilà, elle le résume très bien. On devrait retenir une chose, si nos élèves pouvaient partir avec ça, avec cette idée que le cadre, il est toujours subjectif de tout ce qu'ils vont trouver. Toujours, quelle que soit l'information. Ça pourrait se résumer à ça, en gros, l'éducation aux médias et à l'information. Qui paie, pourquoi faire, pour dire quoi. Et quand on a compris ça, le cadre, il est toujours subjectif. Alors, dernier petit exemple, parce que vous avez en fait vos élèves qui utilisent beaucoup ça. Hein, et je vais terminer là-dessus sur les réseaux sociaux. Là, on est sur Instagram. Vous avez peut-être, et pour que vous puissiez visuellement comprendre ce que c'est que l'effet de bulle. C'est-à-dire que... ce qui se passe, c'est qu'en fait, avec les réseaux sociaux, encore plus qu'avant, en fait, les médias vont construire notre réalité, en fait, de ce qu'on voit. Vous avez entendu parler en 2014, fin juillet, ça devait être le 30 ou le 29, je ne sais plus, il y a eu ce bombardement en fait d'une école de l'ONU par Israël. Vous vous en souvenez peut-être ou pas, Israël a bombardé en Palestine une école de l'ONU, c'est un carnage. Et en fait, là, vous avez le report Instagram de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Instagram, c'est un réseau social, où on échange des photos, et vous avez chaque bulle est une personne physique sur Instagram. Plus la bulle est grosse, plus c'est quelqu'un qui a des connexions, d'accord? Et tout ce que vous voyez, c'est les followers, tous ces liens, d'accord? Donc, vous avez ici 3 bulles majoritaires par rapport à cet attentat-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi? Parlant de c'est des labos de recherche qui sont allés voir. On a 3 bulles. On a ici une bulle Israël. Et vous voyez que, et ici, on a une bulle islam et une bulle Palestine. Et vous voyez que ces deux-là sont finalement un peu liés. On voit des réseaux passer ici, là, mais vous voyez que celle-là, elle est complètement à part. Ce qui veut dire que les informations qui sont échangées
et j'ai l'impression de savoir ce qui se passe parce que je suis en live et je vois là ce qui se passe, tout ça. Non, je vais voir les gens qui pensent comme moi et qui sont dans le même endroit que moi. Je ne suis pas liée au reste. Ça, c'est une grande problématique de l'utilisation des réseaux sociaux et en avoir conscience. Donc, de manière parallèle, en fait, dans les heures qui ont suivi, les portails d'information anglais ont titré très rapidement en fait, ce qui s'était passé. Et ensuite, je vous ai mis dessous ce qui s'était passé sur les journaux israéliens. Et on voit qu'en fait, ça n'est pas titré, ou quand c'est titré, c'est en bas de page et on ne le voit pas du tout. Donc le relais de l'information, je ne vais pas rentrer dans les curriculums d'histoire et ce qui s'en suit, il ne se fait pas comme il devrait se faire. Et qu'il faut être très attentif à ne pas rester dans cette bulle-là. Voilà. Ça, c'était pour le petit exemple. Donc maintenant, on a terminé sur ce que ça pouvait changer. Oui, bien sûr. C'est l'effet alternatif de Trump. L'effet alternatif. C'est-à-dire tu as entendu parler de cette histoire Ah oui, 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 sur l'effet alternatif. Oui. Soi-disant, il n'y avait jamais eu autant de monde à son investiture. Oui, bien sûr. Et qu'il suffisait de voir les photos entre Obama et lui. Et l'idée que ce sont, ce que ça dit, comment on l'appelle, sa porte-parole. Bien sûr. Des alternatives facts. Enfin, je ne sais pas comment en anglais, l'effet alternatif, c'est-à-dire justement une réalité complètement fictive, une réalité complètement reconstruite. Et évidemment, l'informatique peut être un outil de propagande, de mensonge. Terrible. Absolument terrible. Beaucoup plus puissant que tout ce qu'on avait jusqu'à présent, que les moyens classiques de propagande. Parce qu'on est lié qu'aux gens qui pensent comme nous, quoi. Donc moi, j'ai cassé mon algorithme Google et je suis abonnée au compte de certaines femmes politiques que je n'apprécie pas vraiment, mais c'est intéressant de voir ce qui s'y passe, quoi. Oui, ben, il faut savoir ce qui s'y passe. C'est pas la merveille des merveilles, mais il faut savoir. Donc bon, d'ici là, maintenant, quel cheminement? C'est-à-dire que je vous ai donné tout un tas d'éléments. Comment maintenant on navigue là-dedans? Donc on va travailler sur les usages ou sur les évaluations, mais il y a deux grands éléments qui vont nécessairement bouger avec tous ces changements-là. C'est les systèmes d'évaluation et les systèmes de formation. Je vais aller très vite parce qu'il y aura un atelier là-dessus. Et puis qu'on en parle 2 heures demain en fin de journée, de former avec le numérique, ça veut dire quoi? Une fois que vous aurez vécu tout ça, je pourrai vous amener d'autres choses. Au niveau de l'évaluation, en fait, l'évaluation, je pense qu'elle est à penser différemment et que le système où on a des QCM, où on note certains devoirs, c'est peut-être des éléments... C'est pas moi, là. Je dis c'est peut-être... On sait que maintenant, c'est sûrement vers d'autres éléments vers lesquels il faut se pencher. Ici, je suis sur le portfolio d'une élève qui est en ligne et qui est accessible. C'est à San Diego. Et c'est une élève qui va graduer. Graduer, ça veut dire qu'elle est en terminale. Sur son portfolio, en fait, elle a l'équivalent de toutes ces données annuelles. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était en classe de 4e? On entre au lycée en classe de 3e, seconde, première et terminale. Donc, derrière chaque onglet, on a la classe. Et quand on ouvre derrière le portfolio, on va trouver en fait les données qu'elle a choisi d'y mettre. Alors, quelques profs auront dit ce serait bien de mettre ça, mais on va avoir des champs comme la curiosité, comme l'investissement personnel auprès de certaines actions qui s'effectuent localement. Et c'est plutôt ça maintenant qui serait en phase d'être évalué en fait. Sur du transfert de compétences autres, mais tout ça c'est possible parce qu'on a des éléments de base qui référencent à la totalité des traces en fait de ce qui est fait sur plusieurs années. Le dernier élément, je suis désolée d'aller vite, mais vous pourrez aller voir, c'est, vous connaissez Ken Robinson? Oui? Non? Alors allez voir quelques vidéos, vous allez tomber sous le charme. C'est pas possible de ne pas comprendre et de ne pas croire en ce qu'il dit et ce qu'il propose. Donc Ken Robinson, il dit c'est dommage parce que l'école tue un peu la créativité des élèves. Il le montre très bien avec un exercice. Ça, je suis sûre que vous allez voir la vidéo une fois que je vous aurai expliqué. Il a mené des expériences et il dit, je vais vous montrer moi que l'école tue un peu la créativité. Quand on demande à un enfant de 3 ans ce qu'on peut faire avec un trombone, combien d'usages il va trouver du trombone à votre avis, l'enfant de 3 ans? 200, voilà. On a un peu plus de 200. On arrive à 6 ans. Combien d'usages du trombone on a? À 6 ans, combien on arrive à d'usage du trombone? Et moins que ça, même pas. On est à 8. C'est terrible. Et en fait, c'est pas juste cette expérience-là. Il explique que fait le système éducatif qui fait que finalement on restreint terriblement en fait ce champ de la créativité. Donc à partir de là,
je reste sur l'évaluation, il dit il y a peut-être autre chose à faire et peut-être que l'école, ça devrait être aussi un temps où on va permettre aux élèves de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire et de réinvestir ce qu'ils apprennent vers des champs plus personnels. Donc il y a tout un courant qui s'appelle le 20% Time in Education qui est issu en fait de ses travaux à lui et qui a décidé, alors je sais ça va vous paraître énorme, on ne saute pas, on se calme, tout va bien, 20% du temps scolaire est alloué au projet de l'élève. C'est-à-dire que tout ce qu'il a appris, il va le réinvestir pour développer ses propres projets. 1/5 du temps scolaire. Que s'est-il passé? Je ne serai pas là à vous en parler. Si on n'avait pas vu en fait dans ces écoles-là où on avait 20% du temps scolaire alloué au développement des projets, c'est pas juste tu t'assois, maintenant tu fais ce que tu veux et tu recherches ce que tu veux. C'est un peu plus compliqué que ça et les élèves sont très guidés. Hein. Il y a une méthodologie de travail. On avait moins pu voir de décrochage scolaire. On avait des élèves qui allaient beaucoup plus loin, qui restaient à l'école beaucoup plus longtemps. Enfin, tout se réglait un peu par miracle. Et ça aussi, c'était permis grâce au numérique, hein, parce que c'est pas juste 20% du temps, c'est que le numérique a permis d'amener des matériaux là où on n'en avait pas dans les écoles, pour que les enfants puissent investir certains champs beaucoup plus personnels. Au niveau de la formation, on en parlera demain. En fait, je pense que c'est de manière générale, en fait, arriver à une responsabilité assumée en fait, de l'auto-formation et à sortir d'un champ où on ouvre la bouche et on donne. Je vais vite, je suis désolée, mais où on arrive à ce qu'on puisse mieux identifier ce dont on a besoin et aller le chercher. Et ça, c'est un vecteur énorme et je vous en parlerai beaucoup plus longuement demain. Quelques pistes, ça on le développera. Et je vais terminer, je crois que j'ai fini, par une petite citation de cette dame que j'aime beaucoup, si vous l'avez reconnue ou pas, c'est Hannah Arendt. Et elle a écrit un livre qui est merveilleux, elle parle de la crise de la culture. Donc elle a écrit il y a maintenant presque 50 ans tout un tas de choses qu'on vit actuellement pleines de pan. Et elle dit, la vie c'est pas toujours ce qu'on avait prévu, mais alors il faut quand même s'adapter. Parce que si on ne s'adapte pas, les enfants on les laisse partir vers un avenir plutôt incertain et plutôt difficile. Voilà, pour clore les changements dans le numérique. Vous trouverez à la fin de ce diaporama une vidéo que je vous engage à regarder, qui fait complètement suite à ce que je viens de vous dire, de Michel Serres. Et puis, vous avez ici tous les liens en fait, dont je vous ai parlé, les ressources, les études, voire des ressources bibliographiques. Et j'espère que j'ai 1 minute de retard. Voilà. Qu'est-ce que donc